Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ou de vous accueillir, pour ceux que je ne connais pas encore, pour un webinaire sur un sujet complètement d'actualité, sujet brûlant sur l'énergie, contrat électricité et contrat gaz. Et c'est un webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec Damien Cholet, qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. C'était important, je pense, pour nous deux, de tourner le webinaire d'une manière un peu différente de ce qu'on trouve sur LinkedIn. D'ailleurs, on vous donnera peut-être en fin de webinaire quelques personnes à suivre ou quelques fils à suivre pour avoir peut-être des informations techniques détaillées en complément du webinaire. Et moi, je souhaitais vraiment que ce webinaire, on l'axe vraiment sur, en fait, sur ce qu'on ne trouve pas dans les documentations habituelles. Sur des réflexes, des pièges à éviter, et donc vous ayez plutôt en tête un processus ou une manière de synchroniser ce que vous devez faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, plutôt que d'avoir le détail du détail de l'ensemble des aides à jour, même si on aura l'occasion d'y revenir pendant ce webinaire. Ce que je propose en introduction, c'est juste de détailler un peu les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, et donc, du coup, ça servira aussi pour orienter les questions et pour Damien qui co-anime. On a 70 inscrits. Sur les 70 inscrits, on en a une bonne quarantaine qui sont commerçants franchisés, et la plupart dans la restauration rapide. On a aussi d'autres secteurs d'activité. On a du garage, on a du cuisiniste, et donc c'est en bonne partie des entrepreneurs qu'on a connus parce qu'ils ont été soutenus par Impact dans leur projet de création d'entreprise. Et donc, on a autant et c'est pour ça que ça sera intéressant, on a autant des sociétés qui vont être qualifiées de TPE, d'autres de PME, d'autres qui sont un peu à la limite entre les deux. On a pas mal de tarifs jaunes et un peu de tarifs bleus. Voilà. Okay. Donc, ce que je te propose pour démarrer, Damien, c'est que tu puisses te présenter un petit peu, présenter Place des Énergies et en gros, présenter un peu ton métier et ton action auprès des entrepreneurs. Eh ben, bonjour à tous, merci de votre présence en ligne. Donc, moi, Damien Cholet, je suis courtier en énergie au sein de Place des Énergies. Courtier en énergie, qu'est-ce que c'est? Donc, on commence à en entendre parler fréquemment. On connaît souvent le courtier en prêt qui négocie les financements pour les banques. Auprès des banques, pardon. Le courtier en énergie, moi, mon rôle, c'est de négocier les contrats d'électricité et de gaz auprès des fournisseurs pour aller chercher la solution la plus intéressante à date, de chercher la solution aussi la plus adaptée à chaque consommateur, parce que chaque consommateur a une manière de consommer différente, plus l'été, plus la nuit, plus le jour. Donc, chaque contrat est différent et le but, c'est d'aller chercher au milieu de tous les contrats existants et du panel complet auprès de tous les fournisseurs, le contrat le plus adapté et de mettre en concurrence les fournisseurs pour trouver la meilleure solution, que ce soit EDF, Total, Engie, enfin, il y a une multitude de fournisseurs et le but, c'est d'aller chercher le contrat le plus adapté. Voilà. Est-ce que c'est courant? Les entrepreneurs, c'est vraiment ancré dans leurs habitudes de faire appel à un courtier ou c'est quand même un métier qui est assez nouveau? Alors, c'est un métier qui n'est pas nouveau, puisqu'en fait, il existe depuis l'ouverture du marché à la concurrence. Donc, les premières structures de courtage se sont montées en 2013 pour Place des Énergies, qui a été l'un des premiers en France à se monter. Mais là, depuis un an que la situation devient très volatile et devient incontrôlable, le métier est mis en avant parce que il y a un vrai travail d'accompagnement, d'analyse, d'optimisation et d'anticipation des contrats. Donc, c'est pas un métier nouveau, mais c'est un métier qui est mis en lumière surtout en ce moment. Et le scope des entreprises que tu suis, est-ce que c'est tout secteur d'activité? Est-ce que c'est toute taille? Je suppose que c'est toute taille, mais vraiment la grande masse. Oui, alors après, c'est énormément de TPE sur des compteurs tarifs bleus, sur du petit commerçant. Quand je dis petit commerçant, c'est pas pour dénigrer, hein, c'est sur des petites consommations. Mais après, c'est aussi sur des PME, de l'industrie, des ETI. Après, les extrêmement gros groupes font rarement appel à nous parce qu'ils ont souvent des employés en interne pour gérer ce sujet, parce que c'est des manières d'acheter différentes, c'est de l'achat au clic, donc c'est très rarement où là, on ne va pas avoir les mêmes types de contrats.
Mais enfin, aujourd'hui, c'est TPE, PME, ETI et pas de domaine d'activité spécifique. OK. Et juste que ça soit clair dans l'esprit des participants, quand un entrepreneur fait appel à un courtier pour négocier ses contrats en énergie, comment le courtier il se rémunère? C'est quoi? C'est Alors, forfaitaire? C'est un pourcentage? en fait, dans la majorité des cas, c'est le fournisseur qui nous rémunère en fonction de la consommation du compteur. OK. Je dis bien dans la majorité des cas, puisqu'en fait, on a ouvert un système de fonctionnement qui était auparavant réservé aux industries grosses consommatrices, qui est de l'audit facturé, et qui permet en fait d'aller chercher des contrats différents et que les fournisseurs ne commercialisent plus parce qu'ils ne sont pas suffisamment rentables, mais où on sait qu'ils existent et on va chercher ce type de contrat. Donc après, on fait l'analyse, on expose toujours les deux cas et les deux situations à l'entrepreneur, et c'est lui qui est maître de sa décision. OK, donc en fait, c'est des conventions que vous avez avec les fournisseurs, un peu à Tout l'image à fait. de ce qu'on a pour les prêts immobiliers, quoi. C'est ça. OK. Voilà. OK, très bien. Et donc, pour Impact Local, bon, la majorité des participants me connaissent et nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Impact Local, c'est donc rien à voir avec l'énergie, hein, pour le coup. C'est une solution de financement qui vise à consolider les apports et ou à diluer le risque de la banque. Donc, en fait, on intervient un peu en prêteur complémentaire. Et on a aidé donc bon nombre de participants présents à lancer leur projet en franchise ou qui vont lancer leur projet en franchise en consolidant leurs apports. Et on est aussi intervenu dans le financement de reprise de commerces indépendants, encore une fois pour ajouter un bout de dette qui permet à la banque d'être plus confortable sur le projet. Donc, quelque part, ça permet à la banque de modérer ou de réduire son risque et de là où elle aurait été crispée pour accorder un projet, de pouvoir faire passer le projet dans le bon côté et que le projet puisse se concrétiser. Petite introduction sur, donc on ne va pas faire de la théorie économique très élaborée, mais pour les participants qui ont une vision assez lointaine de comment fixent les prix d'électricité, on a trouvé utile de faire ce petit rappel. Première chose, les marchés, le marché de l'électricité et du gaz d'ailleurs, est complètement connecté avec nos voisins européens, et ce depuis déjà de très nombreuses années. Donc, il ne faut pas du tout penser que la manière dont on produit l'électricité en France est l'unique caractéristique de la fixation des prix en France. Ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, il y a même, alors, parfois on dit c'est un inconvénient, autant être autonome, mais ça a aussi des avantages. Par exemple, là, avec l'hiver qui était relativement chaud, on est redevenu exportateur d'électricité. Donc le fait d'avoir cet export permet aussi de faire baisser les prix en France. Et inversement, on avait besoin il y a des interconnexions sur l'électricité et le gaz. Et en fait, c'est vraiment un marché global. Et c'est très difficile de se dire qu'on va être autonome parce que dans certains cas, ça peut être avantageux, mais dans beaucoup de cas, ça peut être négatif. Ouais, c'est exactement. La deuxième point qui va avec le premier, c'est qu'il y a une très grosse corrélation entre le prix de l'électricité et le prix du gaz, ne serait-ce que parce que l'électricité est produite en partie en Europe, pas tellement en France, mais chez d'autres voisins européens, à partir de centrales à gaz. Donc forcément, si le prix du gaz explose, le prix de l'électricité suit le mouvement. Et donc, le troisième point qui va avec les deux premiers, c'est que forcément, le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a un an a complètement bouleversé le marché. Et donc, à partir du moment où le gaz, la Russie était un très gros exportateur de gaz sur le marché européen et beaucoup plus avec certains autres pays, notamment l'Allemagne, que nous, on comprend bien qu'à partir du moment où, presque du jour au lendemain, le canal de gaz s'arrête, ça a fait complètement exploser le prix du gaz. On a réussi à passer l'hiver tranquille parce qu'on a chargé les tankers de gaz naturel liquide. On verra ce qui se passe sur les prochaines saisons. Mais ça peut être encore sportif. Donc on a cette chance. Et j'apporte juste une précision, c'est que le marché a vraiment été perturbé par la guerre en Ukraine. Il avait commencé à monter fortement dès octobre 2021.
Donc, en fait, ça n'a pas été que la guerre en Ukraine qui a déclenché tout ça. On va dire que ça a été un accélérateur et que ça a rendu une volatilité énorme sur toute l'année 2022 sur le marché. Ces quelques points, ils étaient importants parce que je vois passer très régulièrement que ça soit dans les Échos ou même dans des médias style BFM, des articles ou des reportages sur le fait que le prix de l'énergie a énormément redescendu sur les dernières semaines. Mais en fait, on parle bien des prix spot. Et en fait, le prix spot, c'est juste le prix à laquelle s'échangent les fournisseurs au jour le jour pour faire la jointure entre leurs besoins et leurs offres. Donc, c'est sûr que de manière très ponctuelle, en fonction de la météo ou d'autres facteurs, on peut même se retrouver des fois avec des prix négatifs sur l'électricité. Mais ça ne veut pas forcément dire, enfin, ça ne veut pas dire du tout d'ailleurs, qu'il va y avoir la même décrue sur les contrats d'électricité qui sont fournis par les fournisseurs aux particuliers et aux professionnels, donc sur des durées de 1 an, 2 ans ou 3 ans. En vérité, j'aimerais bien vous l'annoncer, mais il y a une complète décorrélation avec ça. Et voilà, ceux qui ne sont pas tellement avertis au marché financier, ils peuvent tout de suite prendre l'information au pied de la lettre et se dire, ça y est, en fait, on revient dans une situation normale. Ce n'est pas le cas. Est-ce que, Damien, tu peux juste nous dire 2 mots de ce qu'est la RENH parce que moi, j'en entends parler tout le temps. À vrai dire, il y a encore quelques mois, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, c'est possible que un participant ne connaisse pas aussi. Ouais. Alors très souvent, on parle d'AREN sans savoir précisément ce que c'est. L'AREN, ça signifie accès régulé à l'électricité nucléaire historique. En gros, c'est depuis une loi de 2010 qui s'appelle la loi de Nome, c'est le EDF a l'obligation de revendre 25% de la production d'électricité nucléaire à un prix déterminé de 42 € du mégawatt. Donc, en fait, au niveau de la composition du prix des contrats d'électricité, les fournisseurs vont aller chercher, pour les contrats AREN, attention, vont aller chercher une partie du contrat en AREN, donc à 42 € du mégawatt, une partie du contrat sur les marchés qui aujourd'hui sont entre 180 et 200 € du mégawatt, sachant qu'ils sont montés jusqu'à 1100 au mois d'août. Donc, quand les prix sont très hauts, les fournisseurs ont beaucoup recours à l'AREN. Voilà, en fait, c'est vraiment une spécificité. Il y a un volume dédié en AREN. Donc, en fait, les fournisseurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. EDF propose aussi des contrats AREN, mais les fournisseurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a un volume maximal dédié en AREN. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est que quand il y a beaucoup de demandes sur ce type de contrat, en fin d'année, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, dit l'intégralité des fournisseurs au niveau français a vendu trop d'AREN, donc vous ne pourrez pas obtenir la totalité de ce que vous souhaitez pour l'année à venir. Donc, le surplus, c'est ce qu'on appelle l'écrêtement, le surplus, la proportion en trop d'AREN qui a été vendue doit être rachetée sur les marchés au mois de décembre, et donc au prix du mois de décembre. Et du coup, il peut y avoir une correction du prix quand on a des contrats AREN. Donc, c'est quelque chose qui est très bien quand on regarde uniquement le prix, mais il faut être averti sur le sujet. Très souvent sur des tarifs bleus inférieurs à 36, quand on a des contrats AREN, il faut bien les maîtriser. C'est souvent complexe à maîtriser. On ne les préconise pas sur des compteurs inférieurs à 36. Sur des compteurs supérieurs à 36 de puissance, c'est quelque chose qui s'étudie, mais il faut être averti des tenants et aboutissants. En fait, c'est important parce que je voulais juste du coup, apporter cette précision parce que quand moi j'en ai entendu parler pour les premières fois il y a quelques semaines ou quelques mois, y compris d'ailleurs dans la bouche de certains entrepreneurs et de franchiseurs, l'AREN c'était un peu la solution miracle et en gros dans leur esprit on disait c'est un contrat AREN donc c'est pas cher. Et en vérité, de ce que tu nous dis, c'est pas aussi. Souvent, c'est effectivement moins cher qu'un contrat en tarif de marché. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître l'impact et le risque potentiel qu'il peut y avoir sur une correction de prix. Et ce qui est le plus dangereux, c'est de penser qu'on a signé un prix fixe alors qu'on a de l'AREN dedans. Et là, on l'a vu fréquemment où des personnes avaient regardé que le prix, ils n'avaient pas du tout le contrat. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner sur la partie lecture du contrat et analyse, parce que beaucoup de personnes ont signé des contrats AREN sans le comprendre.
Dernières actualités sur les aides gouvernementales. Donc là, Damien, je vais te laisser la main. La slide n'est pas hyper détaillée, Il faut que je fasse mais de mémoire. franchement, c'est Il n'y a pas de volontaire. Je souci. pense qu'on Ouais, se, ouais. enfin, sinon, on va passer une heure à vraiment faire les choses dans les C'est détails. ça. Mais Ouais. comme je vous disais en fin de webinaire, à la limite, on vous donnera. On était encore ce matin avec Damien sur une personne qu'on suit sur LinkedIn qui a fait un tableau génial d'ailleurs sur les différentes aides et dans quel cas on peut y avoir accès. Donc là, l'idée, c'est pour ceux qui n'ont aucune Ouais. connaissance ou qui on fait le rappel. Donc, on a dit qu'on faisait court sur les aides. En gros, il faut regarder la puissance du compteur. Si vous avez un compteur inférieur à 36 kVA de puissance, donc ce qu'on appelait anciennement les tarifs bleus, vous pouvez potentiellement bénéficier de deux aides. Le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est si vous êtes une TPE. La notion de TPE, c'est moins de 10 salariés équivalent temps plein, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc ça, c'est important parce que justement, je posais la question à Damien il y a encore quelques jours. On a beaucoup là de participants qui, entre les temps pleins et notamment dans la restauration, sur lequel on a beaucoup de personnes qui sont en temps partiel, on peut sauter le seuil des 10 salariés si on prend les contrats courts. C'est ça. Donc, si vous êtes une TPE, donc moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, vous allez avoir le droit au bouclier tarifaire, quelle que soit la nature de votre contrat, que vous ayez un contrat au tarif réglementé ou un contrat chez un autre fournisseur sur un contrat inférieur à 36 kVA, vous allez bénéficier du bouclier tarifaire. Donc en fait, c'est une compensation du prix que le fournisseur sera remboursé par l'État. C'est une compensation du prix pour que le prix soit ramené au niveau du tarif réglementé. Tarif réglementé qui, attention, au 1er février, doit monter de 15%. Donc on attend les prix précis, mais ce bouclier tarifaire va monter de 15% au 1er février pour l'électricité. Si vous êtes une TPE et que vous avez des compteurs supérieurs à 36 kVA, vous pourrez bénéficier là de l'amortisseur. L'amortisseur, c'est tout ce qui dépasse 180 € du mégawatt. Donc, alors, sur les factures, c'est 0,18. En gros, 18 centimes d'euros du kilowatt, donc 0,18 sur les factures. Tout ce qui dépasse 0,18 de prix moyen du contrat, donc là, c'est là où c'est un peu complexe. Tout ce qui dépasse 0,18, il y a la moitié qui va être pris en charge jusqu'à un plafond de 0,50. Donc, en gros, l'aide maximale, ça va être 0,16 d'aide, puisqu'en fait, ils prendront la différence entre 0,18 et 0,50 et prendront en charge la moitié. Et avec un prix plafond, par contre, pour les TPE de 0,28, 280 € du mégawatt. C'est-à-dire qu'une fois l'aide déduite, on regarde où en est le prix du contrat et le prix du contrat maximal sera 0,28. Mais attention, c'est un prix moyen du contrat. C'est-à-dire qu'on va regarder le prix été, le prix hiver, le prix jour, le prix nuit, et pondérer aux consommations sur chaque poste. Donc, c'est un peu compliqué, il faut des tableurs pour pouvoir le suivre. Mais on regarde le prix moyen du contrat et voilà le fonctionnement des aides sur l'amortisseur. Ça, c'est pour les TPE. Pour les PME, donc, si on dépasse 10 salariés d'équivalent temps plein et 2 millions de chiffre d'affaires, la notion de PME, c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan. Voilà, c'est beaucoup. Et juste les critères sont cumulatifs. Hein. C'est-à-dire que si Oui, on fait plus de 10 salariés et 1,5 million de chiffre d'affaires, on est dans la catégorie PME. C'est ça. Donc, c'est bien des critères cumulatifs. Dans ce cas-là, pour les PME, on n'est pas éligible au bouclier tarifaire, même si on a des contrats inférieurs à 36 de puissance. Dans ce cas-là, on est éligible à l'amortisseur. L'amortisseur, c'est tout ce qui dépasse 0,18 est pris en charge à moitié jusqu'à 0,50. Et là, pas de plafonnement à 280. C'est-à-dire qu'en gros, le plafonnement à 280 n'est pour le moment que pour les TPE. Et dans tous les cas, alors après, si vous êtes une ETI, donc plus de 250 salariés, enfin plus de l'un des critères dépassés par rapport au PME, là, la seule aide, c'est le guichet d'aide qui se demande sur impôt.gouv. C'est si jamais votre facture a doublé par rapport aux factures précédentes. Alors, c'est si le prix, hein, c'est pas sur une question de conso. Hein. Si votre conso a doublé et que la facture a doublé, là, c'est un problème de conso, c'est pas un problème de prix. Mais si le montant de la facture a doublé par rapport au contrat précédent et si le budget énergie dépasse 3% du chiffre d'affaires 2021 de la même période,
Donc là, il faut s'accrocher en gros, faut regarder si septembre-octobre 2022, la facture d'énergie globale, électricité et gaz dépasse 3% du chiffre d'affaires de septembre-octobre 2021. Dans ce cas-là, vous êtes éligible au guichet d'aide. Il y a un Mais de toute façon, en simulateur sur l'occurrence, info.gouv. je pense que là, des ETI, il n'y en a pas parmi les Oui, je ne participants. pense pas, oui. Mais par contre, c'est vrai que c'était la question que je me posais il y a quelques jours. Je me dis, mais en fait, sur le gaz, il n'y a absolument rien. En fait, Il n'y a que les aides, elles sont cette concentrées aide-là. sur l'électricité. Et donc, la seule manière d'être aidé sur le gaz serait de rentrer dans ces critères comment on appelle ça, moi, entreprise guichet d'aide, ouais. grande consommatrice Ouais. d'énergie. Ouais. Et donc, les critères sont suffisamment restrictifs pour que, bon, je ne vais pas dire qu'aucun n'y a droit, mais on n'est quand même pas très loin de ça. Donc, voilà. Si vous sentez que vous êtes dans des critères qui se rapprochent, il faut quand même faire l'étude avec l'expert comptable. Mais en gros, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. C'est ça. Surtout qu'en plus, le tarif réglementé pour le gaz n'existe plus. Ça, faut bien être clair. Le tarif réglementé pour le gaz n'existe que pour les particuliers et que jusqu'en juin de cette année. Pour le professionnel, ça n'existe plus. Et aussi, petite précision, là, les tarifs réglementés sur l'électricité augmentent donc de coût de 15%. C'est 15%, c'est en février? Au 1er février, oui. Au 1er février. Mais juste pour votre information, puisque c'est peut-être important pour tous ceux qui font leur budget là, sur l'année à venir et peut-être même avec des projections sur les années futures, le tarif réglementé aurait dû normalement, avec les règles économiques usuelles, augmenter de 108%. 108%. Ouais. Donc, autant dire que, bon, pour l'instant, l'État met une rustine, mais franchement, c'est évident qu'il y aura À mon avis, il y aura des rattrapages. Exactement, voilà. Et c'est pour ça que même si on est protégé pour le moment, il faut contrôler les contrats et être en veille. Donc, en fait, voilà, ceux qui mettent leur budget énergie enfin, qui prennent en gros les plus 15% et qui font une projection en disant, a priori, les années prochaines seront de la même veine. Je ne pense pas parce que l'effet de rattrapage, il va forcément faire en sorte enfin, même le tarif réglementé aura une forte augmentation dans les mois et années à venir. Voilà un petit peu pour les aides. Bon, le document que tout entrepreneur doit maîtriser et s'occuper le plus rapidement possible, c'est le fameux formulaire. Ouais. Alors, sachant que la majorité des fournisseurs ont quand même envoyé normalement des attestations à compléter, pré-remplies, avec les numéros de contrat, etc., sur les espaces clients. Mais si jamais vous ne l'avez pas reçu ou vous n'avez pas vu le mail passer, penchez-vous sur le sujet. C'est primordial. Voilà. A priori, il n'y a pas de piège dans ce document. Non. Alors, normalement, par rapport aux entreprises concernées par la visio, en page 2, ça sera principalement la première ou la troisième case à cocher, puisque la deuxième, c'est pour les collectivités territoriales, et la troisième, c'est pour les entreprises de droit public, donc ou subventionnées où les recettes sont subventionnées par l'État. Donc, première ou troisième case, après, il faut juste déterminer si vous êtes une TPE ou une PME. Et bien penser en page 3 à cocher les 3 cases, comme quoi vous attestez avoir reconnu et pris connaissance. Il y a un justificatif à donner avec ça ou c'est juste l'attestation? C'est une attestation sur l'honneur. Les délais importants parce que on a une deadline à respecter. Et donc, 31 mars. Ouais. Alors, juste une précision, c'est aussi valable pour les contrats qui sont en cours, qui auraient été mis en place en début d'année 2022. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est juste un petit correctif. Même si vous avez un contrat qui a évolué en mars 2022 et que le fournisseur s'est fait plaisir, parce que j'en ai vu, vous pouvez, il faut faire l'attestation. Hein. C'est bien. Damien, tu es en train de me dire qu'il y a une coquille. Ouais, désolé. Pour les contrats souscrits en 2023, puisque dans les participants, il y a plusieurs entrepreneurs qui sont amenés à ouvrir là, dans les prochaines semaines ou prochains mois leur commerce. Donc, bien garder en tête, en fait, c'est à l'ouverture du contrat. Enfin, je pense que le fournisseur, à l'ouverture du contrat, il envoie directement l'attestation, non? Dans le doute, il vaut mieux la faire. Voilà, dans le doute, une fois que vous souscrivez, même si ça prend effet dans 2 mois, dans 3 mois,
dès que vous souscrivez, remplissez l'attestation, au moins ça sera fait. Après, le fournisseur reviendra peut-être vers vous pour doubler de la même démarche, mais dans le doute, faites l'attestation. Bon, voilà, 1 mois maximum après la prise d'effet du contrat, gardez-le en tête, stabilotez-le, mettez-vous un post-it, n'importe quoi, mais c'est bête de rater la date. C'est ça. On s'est amusé avec Damien, enfin, on s'est amusé. On s'est dit que ça serait peut-être intéressant de prendre une facture type et peut-être d'essayer de regarder quels sont les éléments importants à regarder. Donc là, du coup, ça s'adresse surtout aux entrepreneurs qui ont des contrats en cours. Pour que ça donne déjà un peu les premiers réflexes. À savoir peut-être si le contrat est compétitif, et de deux, est-ce que c'est le moment de renégocier ou pas. Damien, je te laisse la main là sur cette slide. Donc, ça c'est une facture qu'on a reçue début janvier sur un entrepreneur qui n'a pas vu sa tacite reconduction s'opérer et où justement on voit la première chose à regarder, c'est principalement la date anniversaire du contrat pour vérifier quand arrive à échéance mon contrat et quand est-ce qu'il faut que je me penche dessus. Ensuite, l'encadré en dessous, c'est les puissances de compteur. Donc, en gros, est-ce que je suis en tarif jaune, tarif bleu, fonction des puissances, regardez comment est paramétré mon compteur. Et souvent, sur la facture, alors, tous les fournisseurs ne le font pas, mais dans 95% des cas, ils le mettent, ils notent les valeurs atteintes. Parce que parfois, on a un compteur qui est mal paramétré. Quand on est inférieur à 36, c'est un peu comme dans une maison, si vous tirez plus sur le compteur, votre compteur va sauter. Donc, il faudra le réarmer, donc le compteur va disjoncter. Quand vous avez un compteur professionnel au-dessus de 36, le compteur ne va pas disjoncter. Au pire, si vous consommez vraiment beaucoup, ça peut brûler, mais là, vous le verrez vite. Mais non, si vous consommez, enfin, si vous tirez une puissance, donc tous vos appareils connectés en même temps, si vous tirez une puissance supérieure à votre puissance de compteur, ça ne va pas disjoncter, mais par contre, vous allez payer ce qu'on appelle du dépassement, c'est-à-dire que vous avez une pénalité parce que vous utilisez le réseau de manière trop importante par rapport au paramétrage et par rapport à ce que vous payez. Donc, vous allez payer des pénalités et du dépassement. Donc, ça, c'est un point important. Et là, en l'occurrence, dans le cas, ce n'est pas le cas. Là, c'est l'inverse, où on a des puissances atteintes qui sont faibles par rapport aux puissances souscrites. Donc, là-dessus, il peut y avoir une optimisation. Donc, ça va être une optimisation. Ça veut dire que lui, il avait un abonnement qui était trop gros par rapport à… En fait, il paye de l'acheminement. Donc, en gros, il paye dans sa facture une utilisation du réseau peut-être un peu forte. Donc, après, ça se contrôle parce que sur un mois, il atteint peut-être ces puissances-là, mais peut-être que sur d'autres mois, il atteint sa puissance souscrite. Donc, ça, c'est un levier d'optimisation parce que ça peut permettre d'optimiser la partie acheminement et la partie hors notion de prix du contrat. Ça peut être une économie à réaliser sur ce point-là. Et ensuite, on voit l'évolution des prix. Alors, c'est peut-être petit, et je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, on a entouré 2 périodes. En fait, il y avait une période sur la facture du 15 novembre au 29 novembre et ensuite du 30 novembre au 14 décembre, puisque l'échéance du contrat était au 30 novembre. Et en fait, on voit que les prix sont passés, par exemple, en centimes d'euros. Alors, je vois mal les prix, je ne les connais plus par cœur. Il est passé de 81 centimes. Il est passé de 81 centimes sur les heures plein hiver à 2,65 €. Donc, on voit que avant le renouvellement, il a payé 3259 kW à 264,92 et enfin 264,92 € et strictement la même consommation sur les 15 jours d'après, il a payé 8650 € de conso. Donc, on voit l'impact que peut avoir une tacite reconduction à des prix prohibitifs. Donc là, ce client-là, on l'a accompagné, on a étudié le contrat, etc. parce qu'officiellement, il était réengagé jusqu'au 29 novembre 2024. Donc, autant vous dire que 2 ans à ce budget-là, c'est intenable. Donc, en gros, d'une facture qui était auparavant aux alentours de 1 000 € par mois, 1 500 € par mois d'électricité, là, on voit la facture, il y a 10 300. Et il y avait sur 2 mois, ça lui coûte, sur 2 mois, ça lui coûte 25 000. C'est ça. Donc, au-delà du prix, enfin voilà, c'est toute la santé financière de l'entreprise qui est impactée. Donc, ce client-là, on l'a accompagné pour le faire sortir du contrat parce qu'il y avait des clauses dans son contrat qui le permettaient. Mais ce n'est pas le cas de tous les contrats, donc il faut être très vigilant parce qu'il faut vraiment le piloter
tous les contrats sont rédigés différemment, c'est des contrats de droit commercial, donc en fait, les clauses de pénalité sont libres. Et le fournisseur fait un peu ce qu'il veut, donc ça se pilote, ça se vérifie et surtout, ça s'anticipe. Quand on est enfin, j'ai pas connu ce client avant l'échéance de novembre 2022, mais en fait, sur des clients comme ça, il faut presque s'y mettre un an à l'avant, rester en veille et trouver le meilleur moment pour signer, pour éviter de prendre ces reconductions énormes, quoi. Et donc, pour info, on a réussi à trouver une solution pour qu'ils repassent sur des budgets au lieu de 10 300, je crois qu'il va passer à 2300 par mois à consommation identique, quoi. On n'aura plus les tarifs d'avant. Les tarifs d'avant, ils n'existent plus. Mais le but, c'est de sécuriser tout ça, quoi. Damien, je fais un petit retour sur la slide de l'attestation, puisque Oui, en fait, j'ai une question. d'accord. Et la question, c'est, pouvez-vous définir, j'atteste que je n'appartiens pas à un groupe. Ah oui, En je sais ce gros, que j'ai pas. voilà, je comprends Oui, qu'il y a un peu de... en fait, par rapport à ça, l'histoire de groupe, c'est si jamais vous êtes filiale d'un groupe qui dépasse les critères, attention, vous n'êtes officiellement pas éligible. Puisque, je vais prendre un exemple, si vous avez, j'en sais rien, le groupe Casino qui a une filiale à côté avec un compteur moins de 36, bah, le groupe Casino euh, va dépasser 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne connais pas leur bilan, mais j'imagine. Donc, l'entité en dessous qui est filiale de Casino, normalement, ne peut pas bénéficier du bouclier ou de l'amortisseur. Donc là, Voilà en on fait la parle notion donc de groupe. du coup des critères PME qui sont à l'échelle du groupe. Ou même une TPE qui serait filiale d'un groupe. C'est plus rare, mais Oui, voilà. oui, mais d'accord. Ouais, voilà. Bon, ok. Voilà. Donc la notion de groupe, c'est bien si jamais vous êtes filiale d'un groupe de taille qui dépasse les critères, normalement, vous n'êtes pas en mesure de remplir l'attestation. Le lien du coup avec la facture qu'on vient de voir passer, puisque en fait la genèse de tout ça, c'est que c'est que il y a eu un renouvellement tacite que C'est ça. l'entrepreneur a loupé, pour être clair. C'est ça. Ouais. Euh, donc en fait là j'ai essayé dans cette slide là de lister un peu les différents cas qu'on va avoir. On a des entrepreneurs qui se lancent, on a des entrepreneurs qui sont en cours, on a des entrepreneurs peut-être là comme celui qu'on a vu précédemment qui se sont fait piéger. Euh, donc, en gros, donc, premier point, donc, si on a souscrit ou laissé se renouveler un contrat là, dans les semaines ou les mois passés, on fait quoi? En fait, il faut regarder le contrat. C'est-à-dire qu'en gros, il faut nous faire parvenir la dernière facture pour voir à quel niveau le contrat a évolué. Essayer de retrouver le courrier de renouvellement tacite quand on l'a reçu, parce que parfois il est envoyé mais on ne le reçoit pas. Ça peut être Les par courriers mail. ou mail? Ou les deux? Ou, enfin, ça dépend Il des fournisseurs? n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'en Il n'y gros, a pas d'obligation pour les fournisseurs de… à aujourd'hui, non. Dès l'instant qu'ils trouvent qu'ils ont envoyé par quelconque moyen, officiellement, c'est valable. Là, le client précédent, c'était un mail. Hein. Un mail qu'il n'a jamais reçu. Donc, on s'est fait renvoyer le mail. Enfin, voilà. Donc, pour en fait vérifier si dans ce courrier de reconduction, il y avait des possibilités de sortir, par exemple, dans les 3 mois qui suivent le courrier. Enfin, voilà. Trouver ces pistes-là pour pouvoir potentiellement casser le contrat, ou sinon, il faut qu'on analyse le contrat pour voir comment est constitué le contrat et le montant des pénalités. Parce que parfois, il y a certains vieux contrats en tacite reconduction qui avaient des montants de pénalité relativement faibles. Et parfois, ça peut valoir le coup de dire j'ai payé 6 mois de pénalité sur mon ancien contrat, mais je repars tout de suite sur un contrat beaucoup plus bas. Si je passe de 10 000 à 2 500 par mois de facture et que j'ai, j'en sais rien, 200 euros de pénalité par mois sur un an restant, voilà. Après, tout ça, ça se calcule. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se dire c'est comme ça, j'ai loupé et tant pis. Voilà. Et par contre, la première des choses, c'est l'attestation. Surtout, envoyer l'attestation. Quelle que soit la situation, il faut l'envoyer. Les pouvoirs publics ont donc, du coup déclaré dans les semaines passées, en gros, les fournisseurs qui ont proposé des contrats à des prix prohibitifs doivent au moins s'asseoir sur les indemnités Sur les pénalités. pénalité, exactement. Mais Pour le bon, moment, enfin, entre la parole publique et ce qui, enfin, voilà, où est la limite là, où est la frontière? pour le moment, j'ai rien vu d'acté au journal officiel sur le sujet.
Est-ce qu'il va y avoir quelque chose au journal officiel? Je ne sais pas. C'est de la renégo interne. Et en fait, comme juste derrière ces annonces-là, ils ont lancé des attestations avec l'amortisseur avec un plafond à 0,28. Pour le moment, j'ai pas vu de choses concrètes sur le fait que ce soit acté qu'il n'y ait aucune pénalité. Mais en fait, dans ton activité au quotidien, tu vois quand même que de gré à gré, les fournisseurs acceptent de casser un contrat casser ou renégocier un contrat Ça qui se fait dépend à des des… fournisseurs. Il y a pas, pareil, il n'y a pas de règle, ça dépend des fournisseurs. Ben, si on reprend l'exemple précédent, là, Oui. en fait, comment ça se finit? Ça se finit Là, avec un là, contrat sur l'exemple, renégocié ou ça se finit avec un autre fournisseur? non, on a signé avec un autre fournisseur. On a obtenu, après multiples appels, que le client puisse sortir sans pénalité, puisque en fait, le client a entre guillemets prouvé sa bonne foi sur le fait de ne pas avoir reçu les, les tarifs de reconduction et a demandé à pouvoir sortir sans pénalité. On a demandé un écrit et du coup, on l'a fait sortir. On Ok, attend la donc facture en de clôture gros, pour s'assurer qu'il ce n'est qu'il pas faut fait, quoi. retenir, c'est que il n'y a pas de décret qui oblige les fournisseurs à casser un contrat. D'ailleurs, la notion de prix subprohibitif étant d'ailleurs sujet à interprétation. Ouais. Et donc, c'est que du gré à gré. Et donc, c'est possible de l'obtenir, mais c'est aussi possible de ne pas l'obtenir. Donc, en fait, si on veut l'obtenir, il faut bétonner, quoi, et il faut prouver ça. Ça. Ouais. Et ensuite, Ok. si on a un contrat qui arrive prochainement à échéance, faut pas traîner. En gros, faut savoir qu'un contrat, ça peut se renégocier jusqu'à 12 mois à l'avance en électricité et 18 mois à l'avance en gaz. Ça, c'est la règle pour les très gros consommateurs. On peut même anticiper un peu plus. Mais voilà les règles en termes de renégociation. Donc, si on a un contrat, très souvent, j'en entends qui me disent non, mais c'est bon, je suis tranquille, moi, mes factures, elles n'ont pas monté. Le problème, c'est que, alors, sauf si on passe entre les mailles du filet, mais tôt ou tard, elles vont monter. Et plus on approche de l'échéance, et moins la force de négociation est bonne, parce que si on contacte des fournisseurs ou même son fournisseur à un mois de l'échéance, le fournisseur sait très bien que vous n'avez pas le choix que d'accepter les prix qu'il va vous proposer. La force de négociation est très faible. Alors que quand on anticipe, ça va nous permettre de trouver le meilleur moment pour négocier, d'analyser la meilleure stratégie pour justement aller négocier le contrat et vraiment optimiser ce poste de dépense. Et aussi aller chercher un contrat peut-être différent, peut-être un contrat court. Voilà, en fait, la stratégie se détermine ensemble. On regarde la manière de consommer, on vous détermine, nous, la stratégie qui nous semble judicieuse, et il faut amorcer le plus tôt possible. Ouais, donc, est-ce que tu conseilles, du coup, clairement, de coter la renégociation du contrat électricité 12 mois avant l'échéance et pour le gaz, 18 mois? C'est ça que tu conseilles? Oui, ouais. Complètement. Et Après, même, rien n'oblige à renégocier à ce moment-là, mais au moins de côté, quoi. C'est ça. Parce que si on voit qu'on a une fenêtre de souscription qui est intéressante par rapport à des prix qui ont baissé, etc., ça peut être judicieux. Moi, j'ai toujours tendance à dire mieux vaut tenir que courir. Tous ceux qui ont voulu attendre début 2022 parce que les prix avaient déjà monté se sont dit non, mais c'est pas possible, ça va baisser, je vais attendre. Tout cela se sont mordus les doigts 3, 4 mois, 5 mois après, quoi. Et on a vu des situations où on a proposé des budgets, alors oui, avec 20% d'augmentation par rapport au contrat d'avant et où les personnes ont dû signer à x2 à la place, quoi, parce qu'ils ont voulu attendre. Donc, moi, mon conseil en ce moment, l'énergie n'était pas un sujet. Hein, il y a 1 an et demi, les contrats évoluaient de 2%, 3% à chaque renouvellement. Aujourd'hui, ça devient des postes stratégiques. Et du coup, il faut vraiment l'anticiper et le piloter. Et justement, dans une création de commerce, je pense que c'est la ligne d'après. Je t'ai coupé la parole, mais je pense que c'est ça dont tu voulais parler. Ouais, exactement. Là, dans les participants, on a des entrepreneurs qui vont… on a les deux cas. Hein. On a des entrepreneurs qui vont être amenés à créer un commerce. Donc, on part de rien. Et on en a d'autres qui sont dans des situations de reprise. OK. En fait, pareil, ça s'anticipe. C'est-à-dire que quand on est sur une création ou une reprise, il faut voir avec l'occupant actuel, voir si déjà il a une facture. Si c'est du neuf, dans ce cas-là, c'est encore différent, parce que là, on n'aura pas le numéro de compteur. Donc, on pourra faire une cotation réelle que quand on aura le numéro de compteur attribué par Enedis. Mais on a des grilles, hein, c'est-à-dire qu'on sait à peu près tel type de commerce, fonction des surfaces, on va pouvoir anticiper un peu les consos par rapport à des clients qu'on a pu faire dans le même type d'activité et déjà déterminer un budget de ce qui se pratique. Parce que c'est très important dans le bilan prévisionnel. Comme je disais auparavant, ce n'était pas un sujet, souvent on mettait
c'était le même budget que le prédécesseur et on avait des grilles. Telle activité, c'est à peu près tel budget d'électricité et d'énergie. Aujourd'hui, tout s'applique et en fait, on voit des budgets énergie à mettre dans les bilans prévisionnels énormes. Donc, il faut l'anticiper aussi, même si ce n'est pas précis sur la date exacte. J'ai une question ouverte. Hein. Est-ce que l'expertise du courtier, à force de voir des cas, elle va jusqu'à savoir à peu près entre tel four et tel four, celui qui consomme le plus ou le moins Non. Clairement, je suis très très bon sur l'énergie. Après, sur toute la partie technique, il y a tellement de spécificités que jamais j'irai sur le sujet. Et non, là clairement, je n'irai pas sur le sujet. Parce que sur une création, c'est quand même, je pense, l'addition de toutes les machines qui sont consommatrices. Bien sûr. Donc ça, c'est sur une création, s'il y a un bureau d'études, enfin, s'il y a quelqu'un qui accompagne sur la partie technique, il faut lui demander en gros quelles consommations sont attendues sur chaque machine pour faire des anticipations, quoi. Et pour qu'on calcule les budgets. Mais non, j'irai pas dire quel four il faut prendre, sinon je vais me faire tirer les doigts. Par tel ou tel fournisseur. Donc, non. Reprise de fonds de commerce. Donc là, c'est un peu différent parce que on a quelqu'un qui était en place, qui avait un contrat. Et donc là, quelles sont les bonnes pratiques Alors, s'il y avait un contrat en place, tout va dépendre s'il y a conservation du numéro de tirette ou pas. S'il y a conservation du numéro de tirette, en fait, le contrat va continuer. Non, alors pour la très grande majorité des cas, donc là, je parle plutôt pour moi, mais pour la très grande majorité des cas, on a des sessions de fonds de commerce. Donc, c'est ce qui dit session de fonds de commerce, dit création d'une nouvelle société. Donc, dans ce cas-là, c'est un nouveau contrat. Puisqu'en fait, un contrat d'énergie, c'est un numéro de compteur, une entité juridique. Donc, si l'entité juridique change, nécessairement, ça doit passer par un nouveau contrat. Après, à voir s'il peut y avoir une négociation avec le prédécesseur pour transférer le contrat, mais c'est au bon vouloir du fournisseur. Est-ce que tu peux préciser, du coup, comment on fait la cotation à partir du moment où quand toi, tu vas être sollicité pour faire la cotation, évidemment, le fonds de commerce appartient à quelqu'un d'autre et donc il n'y a pas d'accès au compteur par principe. Alors après, normalement, je pense que quand il y a une histoire de reprise, le cédant accepte régulièrement au moins donner la première page de la facture pour qu'on ait le numéro de compteur. D'accord. C'est ce numéro de compteur qui va nous permettre d'interroger et de déterminer les consos moyennes du compteur. En fait, Enedis ou GRDF en gaz vont nous faire remonter les consos moyennes du compteur. Et c'est à partir de cette Est-ce qu'il faut une autorisation en bonne et due forme enfin, pas particulièrement du cédant, mais du repreneur qui atteste que ça va être le repreneur. Oui, en fait, c'est pour avoir le droit d'interroger le compteur. D'accord. Voilà. Je ne peux pas aller interroger un compteur. Mais en gros, est-ce que avoir juste une facture, ça suffit ou est-ce que le cédant doit écrire un truc Non, il faut. Alors, si le cédant accepte d'écrire, c'est encore mieux. Mais le repreneur peut me signer mandat pour faire une étude, puisque moi, l'étude va porter sur un futur contrat au nom de cette nouvelle entité. Donc, là-dessus, on est carré. Comment on fait pour… parce que la prise d'effet, c'est un jour bien précis. Et on sait que les reprises, les dates de closing ont tendance à varier en fonction des délais de la banque, en place et tout. Donc, on a toujours des… Enfin, de toute façon, c'est toujours dans un sens. Hein. C'est toujours ça retarde plutôt que ça avance. Donc, comment on fait pour gérer ça? Parce que du coup, ta cotation, elle est, je suppose, pour une prise d'effet à un jour précis. C'est ça. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour les premières études, pour déterminer le budget approximatif, on va déterminer une date approximative. Et après, au fur et à mesure que les choses se précisent, on va caler la date. Et au moment où on sait précisément la date précise de cession, on va acter le contrat avec une date précise de démarrage. Si pendant ce délai-là, on voit que les choses se corsent, que les marchés s'emballent et qu'il serait judicieux de démarrer d'acter le contrat, dans ce cas-là, on s'entend sur une date approximative et il peut valoir le coup de payer peut-être 10 jours d'énergie en trop et puis peut-être une négo avec le cédant pour que ce soit pour que l'énergie qu'il va utiliser le temps de la session jusqu'à la date exacte soit remboursée. Mais il peut y avoir une question quand les marchés s'emballent.
Mais effectivement, Parce il faut qu'en qu'on fait, du démarre. coup, ça, par principe, ça veut dire que le nouveau contrat est souscrit. En fait, il est souscrit. Non, il est souscrit par la nouvelle société, donc c'est bien le Oui, repreneur. oui. Donc, il n'y a En pas de fait, raison que le cédant il soit. si, parce qu'en fait, si je détermine que le contrat, si je le signe aujourd'hui et que je détermine que le contrat démarre le 1er avril, mais qu'au final, la session tarde et que la session se fait pas effectivement le 10 avril. Bah, du Oui, 1er au 10, le cédant va peut-être continuer à exploiter. oui, Mais oui, le oui, ok. contrat sera au nom de la nouvelle société. Donc, en gros, il y a un petit truc, peut-être une petite ligne à écrire dans l'acte pour se dire C'est ça, comment c'est on fait ça. pour prendre en charge cette facture Mm, d'énergie c'est ça. sur. Voilà. Euh, Tu m'avais parlé dans nos premiers échanges de l'autodiagnostic, qui est un Oui, peu peut-être la première étape pour oui, l'entrepreneur pour juger déjà de sa propre situation avant de te solliciter. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler 2 secondes? Ouais, en gros, l'autodiagnostic, c'est se poser quelques questions sur son contrat. C'est déjà savoir qu'est-ce que j'ai comme contrat. Est-ce que j'ai un contrat fixe? Est-ce que j'ai un contrat indexé? Est-ce que j'ai un contrat AREN? euh, Ça, c'est les premières questions pour savoir en fait quand va évoluer mon contrat et s'il va évoluer en cours de contrat. Ensuite, est-ce que je connais la puissance souscrite de mon compteur? Est-ce que j'ai un tarif bleu, un tarif jaune? Euh, bon, si je dépasse en tarif bleu, comme je vous disais, hein, ça saute, donc on va s'apercevoir vite que les puissances ne sont pas adaptées. Mais si on est sur du tarif jaune, est-ce que vous savez les puissances que vous atteignez? On sait parfois la puissance qu'on a souscrit, mais on ne sait pas particulièrement les puissances qu'on atteint. Donc ça, c'est des leviers d'optimisation. Donc ça, c'est la deuxième question à se poser, la puissance de mon compteur. La troisième, c'est est-ce que je connais la date d'échéance de mon contrat actuel? Et la dernière, c'est de quand date la dernière renégociation de mon contrat. Parce que je peux avoir renégocié un contrat il y a 5 ans, l'avoir mis en place, mais qui se soit renouvelé par tacite reconduction. Et parfois, au moment de tacite reconduction, et en ce moment, c'est même pas parfois, c'est tout le temps, on voit des augmentations notables. Donc en gros, c'est ces 4 questions-là à se poser. Et si je ne sais pas répondre à l'une des questions, bah, faut se pencher dessus et se faire accompagner. Donc ça, voilà, ça avec ces 4 ou 5 points-là, ça te permet un peu de jauger C'est ça. quelle est l'ampleur des dégâts ou pas. C'est ça. Et il y Juste a, avant qu'on passe à la dernière slide, j'ai ouais, une pardon. question. C'est un exploitant de salle de sport qui a Hum, ouvert il y a quelques mois. Je hum, spoil un peu, mais ça hum. reste anonyme, hein. Ok. À partir de quelle date sera appliqué le plafond à 280 euros? Sera-t-il Normalement, applicable dès qu'on a reçu des factures de plus de 280 euros après dès août 2022, par exemple? alors, normalement, c'est rétroactif au 1er janvier. 1er janvier. Ouais. Ouais. OK. C'est-à-dire que là, la facture qu'on a montrée où c'était de la consommation de décembre, malheureusement, là, bah, il doit payer. Normalement, c'est OK. rétroactif 1er janvier. OK. Euh, Dernière slide. Bon, on a bien dérapé sur le Sur le timing, mais temps, bon, on va faire vite. Mais... en même temps, c'était pas entraîné. Euh, Quand renégocier son contrat? Bon, ça, on l'a un peu évoqué, mais donc 12 mois électricité, 18 mois gaz. C'est ça. Et même si on vient de renouveler son contrat, c'est bon de se mettre en veille. Et en fait, on va oublier. C'est-à-dire que si on vient de renouveler son contrat pour 2 ans, de toute façon, on va zapper la date. Donc, c'est de se faire accompagner. Et nous, on vous dira clairement, bah non, il n'y a rien à faire maintenant. Mais on va se mettre des alertes et se rappeler à vous en vous disant, bah, attention, votre contrat arrive à échéance dans 1 an, il faut se repencher dessus. Possibilité à des commerces au tarif jaune de migrer vers le tarif bleu. Alors, J'imagine que peut-être des commerces, je sais pas, ils ont changé de four, c'est plus économe, et donc du coup ils passent à la classe inférieure. Est-ce que du coup c'est possible, quelles conditions, combien ça coûte? Voir est-ce qu'on peut un peu jouer avec le système en ayant 2 tarifs bleus. alors, J'imagine peut-être des trucs abracadabrantesques, hein, mais non, mais j'ai la question, hein. Sur le principe, tout est faisable. La seule chose, c'est que bah, si vous demandez de passer d'un tarif jaune à 2 tarifs bleus, techniquement, il va déjà falloir recomposer tout le tableau électrique, parce qu'il va falloir que le tableau électrique soit connecté sur l'un ou l'autre des compteurs. Donc là, il va y avoir des frais d'électricien et ça va être à votre charge, puisque c'est en interne chez vous. Techniquement, c'est faisable. C'est complexe, mais c'est faisable. Ensuite, possibilité à des commerces au tarif jaune de migrer vers le tarif bleu. Il faut déjà regarder si les puissances sont limites. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas dépasser 36 de puissance déjà sur le contrat actuel, parce que sinon, là, clairement, ça va sauter. C'est faisable. Il faut faire la demande au fournisseur qui va mandater Enedis
pour faire le changement, puisque ça, c'est du ressort d'Enedis. Et du coup, Enedis va chiffrer, puisque c'est une facturation, puisqu'ils vont devoir changer le compteur. On va passer d'un compteur électronique à un compteur Linky. Ils vont devoir chiffrer ça. Ils vont chiffrer s'il y a besoin de changer le câble qui arrive jusqu'à votre compteur. Donc ça, c'est sur devis de la part d'Enedis. Il faut juste savoir qu'en ce moment, les délais pour changer, c'est entre 3 et 6 mois qui sont annoncés. Deux tarifs bleus côte-côte sur le même tiret, c'est possible, ça existe, ou c'est du bidouillage ou... Non, non, c'est faisable. Hein. Moi j'ai des entreprises où il y a un entrepôt, par exemple, et où historiquement, c'était deux entrepôts différents et qui ont été réunis. L'entreprise récupère l'entrepôt, il y a deux tarifs bleus. Non, non, il y en a qui le font en ce moment. Et hier, justement, j'ai vu une salle de sport, je ne spoil pas non plus, mais qui vient d'ouvrir, et qui, je ne pense pas que ce soit la personne connectée, mais qui, en fait, avait trois tarifs bleus, une partie restauration, une partie exploitation, une partie borne électrique à l'extérieur. Et non, c'était trois tarifs jaunes, pardon, mais limite à 37 au lieu de 36. Et en gros, ils se posaient la question à revenir presque à 5 tarifs bleus, quoi. Donc, j'ai dit, c'est faisable, mais ça va coûter des frais, quoi. Une des personnes qu'on suit régulièrement sur LinkedIn là, et qui aide les entrepreneurs, Lionel Broyard pour ne pas le nommer, évoquait le sujet d'un régulateur, dont je comprends que c'est un matériel qui permet, quand on est un peu limite entre le tarif bleu et le tarif jaune, et si on a bien sûr une installation électrique aux normes et avec un four qui n'explose pas les consos en termes de conso, de pouvoir gérer les pointes de consommation. Tu as entendu parler de ce truc-là ou pas du Alors, tout? non, je ne le connaissais pas. J'ai vu son post ce matin. Donc, non, je ne le connaissais pas. Et je vais me rapprocher de lui pour connaître parce que c'est toujours intéressant. Bon, en tous les cas, même pour les participants, c'est une personne à suivre sur LinkedIn parce que pleine de bons conseils. De toute manière, je pense que en fait, on se fait notre culture générale sur le sujet un peu au jour le jour. Et donc, il y a, à mon avis, une niche qui est en train de se créer sur tout ce qui peut être facteur d'économie d'énergie. Et c'est surtout que ça change tous les jours. Donc, nous, on est obligé de rester à l'affût et les entrepreneurs n'ont pas que ça à faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se faire accompagner sur le sujet et prendre des renseignements. Je reprends quelques questions qui sont apparues entre-temps. La rétroactivité qu'on évoquait tout à l'heure sur les 280 €, on parle bien de janvier 2023. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur dans mon oral, c'est janvier 2023. 2023. Une question pour repréciser les coûts de tes services sur les entrepreneurs. Voilà. Pouvez-vous repréciser les coûts, oui. De services pour nous étant l'entrepreneur? Oui, pas de souci. En fait, dans la majorité des cas, pour les petites entreprises, c'est non facturé et c'est les fournisseurs qui nous rémunèrent. En fait, on leur apporte un contrat ou on leur pérennise un contrat qui leur assure une consommation à venir. Donc, ils vont nous rémunérer en fonction de la consommation. Mais comme j'expliquais, il y a certains cas où on s'aperçoit que la manière de consommer va nécessiter d'aller chercher des contrats différents et bien spécifiques à certaines professions que les fournisseurs ont tendance à ne plus commercialiser puisque pas suffisamment rentables. On sait qu'ils existent et en fait, dans ce cas-là, on travaille sur un autre mode qui est facturé à l'entreprise, qui va dépendre de la consommation. Donc là, c'est difficile de vous donner un montant comme ça, mais parce que c'est pas forfaitaire. Hein. Ça va dépendre de la consommation, mais c'était auparavant réservé aux grosses industries. Et c'est un système d'audit et qui va nous permettre d'aller chercher par d'autres voies dédiées chez les fournisseurs des contrats bien. Mais c'est quand même un pourcentage les entrepreneurs, ils arrivent à se faire une idée quand même de l'enveloppe. Je ne sais pas si on peut donner une fourchette ou pas, c'est peut-être compliqué. Aujourd'hui, sur une TPE en moins de 36, parfois c'est en général, ça représente 3% du budget annuel d'énergie. Okay. Voilà. Alors, c'est vraiment à la grosse maille, parce que si quelqu'un a 86 à étudier, l'étude va être différente. Mais voilà, c'est approximativement ça. Ok, j'enchaîne. J'ai 26 salariés, donc 15 plein temps et un CA inférieur à 2 millions. Donc, par définition, je ne suis pas une TPE. Donc, si j'ai bien compris, je ne peux pas bénéficier du bouclier tarifaire car je réponds seulement à un des critères. C'est bien cela? C'est ça, amortisseur uniquement. Amortisseur uniquement. Oui, c'est ça. Donc, on doit remplir l'amortisseur.
Avantage ou pas des contrats à Rennes. Bon, on a un peu spoilé le sujet en tout début d'intervention, mais en gros, il faut peser le pour et le contre, mais ce n'est pas si évident que ça, quoi. Oui, en fait, il n'y a pas de règle, ça dépend de la consommation. Mais ouais. Et dernier point, que j'ai nommé fausse bonne idée, mais je vais te laisser un peu confirmer ou infirmer. Dans le cas de reprise de fonds de commerce, sujet que nous, on voit très régulièrement, j'ai déjà entendu plusieurs fois que les contrats énergie des cédants étaient conservés. Alors, il y a peut-être un quiproquo sur ce qu'on appelle conservé, mais dans ce cas, j'en déduisais qu'on gardait les contrats des cédants sans modification aucune, si ce n'est un changement de RIB. Et donc, ça m'interpellait parce que j'entends, enfin, depuis qu'on se connaît, tu me dis et tu me répètes qu'un contrat est attaché à un SIREN, ou un SIRET plutôt. Donc, étant donné que dans une session de fonds de commerce, il y a une création de société ex nihilo, forcément, ça ne va pas ensemble. Sur le principe, les gens font ce qu'ils veulent. Après, pour moi, on est hors cadre, puisque en fait, ça veut dire que juridiquement, si demain, il y a alors, le repreneur ne paye pas les factures, bah, officiellement, le porteur du contrat, c'est le cédant, donc c'est le cédant qui est juridiquement responsable du contrat. Et puis inversement, si c'est un contrat qui se renouvelle par tacite reconduction et qui subit une hausse, comment on remplit l'attestation? Puisqu'en gros, qui remplit l'attestation? Le contrat est au nom du prédécesseur, mais c'est le repreneur qui va remplir l'attestation. Voilà, il y a un défaut juridique sur la notion. Donc, pour moi, pour être dans les règles, une session de fonds de commerce, nouveau SIRET, nouveau contrat. Ouais, je pense qu'il faut être. Alors, je suppose que les fournisseurs ont des manières très différentes de traiter le sujet d'un fournisseur à l'autre, mais vraiment verrouiller que le contrat est bien attaché au bon SIRET. Parce que si effectivement on fait une attestation pour avoir le bénéfice d'un bouclier ou d'un amortisseur et qu'il y a un contrôle a posteriori et que le contrat, un peu comme on a eu des contrôles a posteriori sur le fonds de solidarité ou autre, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a un écart entre les deux, ça serait un peu moche d'avoir une annulation quelque part de l'aide et un… C'est ma position en tant que professionnel. Si un jour un repreneur me dit non, mais je vais reprendre le contrat du cédant, ok, mais moi, j'interviendrai pas pour le coup. Je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Oui, non, mais après, le problème, il risque de se déclencher plusieurs mois ou plusieurs. Bon, bref, sujet compliqué. Question, est-il possible d'obtenir les coordonnées d'un courtier que vous pourriez conseiller sur le département 22 ? Donc, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le sujet, mais sur ta ou sur entre les différents courtiers Place des Énergies, là, sur votre périmètre géographique. Oui, on a maillé le territoire au niveau des homologues franchisés. J'ai un ou deux collègues qui sont connectés. Il n'y a pas de souci pour vous adresser les coordonnées. Au pire, prenez les miennes et moi, je routerai vers les personnes adéquates. On travaille au national. Il faut juste savoir qu'il y a 5% du territoire où on ne peut pas intervenir. Mais là, c'est juste une spécificité du réseau électrique. En fait, il y a 95% qui est géré par Enedis et 5% du territoire qui est géré par des entreprises locales de distribution où c'est très spécifique. On peut intervenir, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc, et juste, c'est où par exemple? Il n'y a pas de règle non plus. Tu prends l'exemple de la ville de Grenoble. Il y a Gaz Électricité de Grenoble. Tu prends le département des Deux-Sèvres. Tu as Célia. Voilà, c'est les petites zones. Par exemple, sur l'Ain, tu as 18 communes. Enfin, voilà, c'est un peu maillé sur tout le territoire aussi. Donc ça, en fonction des communes, on le sait vite. Et donc, pour le département 22, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées. Vous me contactez, je vous routerai vers les personnes adéquates. Alors, vu que, en fait, un truc qu'on n'a pas fait de manière très intelligente, c'est qu'on n'a pas mis tes coordonnées mail dans le PowerPoint. Non, c'est pas bien du tout, c'est un peu amateur. Je vais mettre dans le chat directement ton adresse mail, Damien. Bon, après, à la suite de ce webinaire, on va faire un replay qu'on va monter sur lequel on le mettra pour tous les participants. Mais si d'ici là, il y a des échanges a posteriori de mails, Thibaut, magique, il m'a devancé. Très fort, Thibaut. N'hésitez pas, du coup, à prendre contact les uns avec les autres pour faire avancer vos sujets.
Bon, eh Avec ben, plaisir. on arrive au bout de ce webinaire après avoir… Désolé pour le temps pas mal. dépassé. On a passé 1 heure au lieu d'une demi-heure. Voilà. Donc, on n'a pas très bien géré le temps. Et pourtant, bon, je n'ai pas l'impression qu'on ait perdu trop Mais il de n'y a temps. pas beaucoup de personnes qui se sont déconnectées. Donc c'est que ça restait intéressant. Qu'on n'a pas ennuyé. Donc, bon, non, j'espère que vous avez appris des choses. Je pense que ça doit être complété pour vous, hein, sur tout le détail technique des aides. Il y a multitude de documents qui sont disponibles sur Internet et notamment sur LinkedIn. Comme je vous disais, suivez Lionel Broyard, c'est quelqu'un qui est plutôt spécialisé sur les boulangeries, mais en gros, voilà, on est sur le domaine des métiers, Des enfin, du TPE, CHR, PME, ouais. qui concerne tous ceux qui sont dans la restauration. Je suppose que vous avez des problématiques similaires. Je vais même vous mettre son nom parce que ça peut être utile. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un seul L. Il n'y a qu'un seul L ou il y a 2 L là, je me souviens. BROI 2L, IARD, je crois. ARD. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn. Et puis, donc, on vous envoie le replay. Et on vous remercie pour votre présence et vos écoutes. Et n'hésitez pas, il n'y a jamais de questions bêtes. C'est-à-dire que très souvent, on se dit, non, ça c'est une question bête. Il n'y a pas de question bête, vaut mieux l'éclaircir et se faire accompagner sur le sujet. Même s'il n'y a rien à faire, vaut mieux le savoir. Merci à tous. Et puis, une prochaine fois Merci pour un Sylvain pour prochain l'organisation. webinaire. Merci et au revoir. Bonne journée à tous. Merci Damien. À bientôt.